Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui concerne les structures algébriques. Donc, il va parler des groupes, des morphismes de groupe, des isomorphismes et des endomorphismes de groupe. Voilà, donc il résume un petit peu le chapitre des structures algébriques et il permet de préparer d'éventuels cols. Je dis ça au hasard. Bref, commençons. Donc, on a G un groupe et donc avec A dans G, on définit l'application donc taux de A de G dans G tel que taux A de X est égal à A.X.A-1. D'accord, ok. Très bien. Donc on va démontrer déjà que taux de A est un endomorphisme. Je rappelle juste que endomorphisme, c'est un morphisme qui est de G dans G. Ok, c'est très simple. C'est juste ça la différence de G dans G. Ok, c'est juste le mot endo là qui va changer un petit peu, qui va juste dire que c'est de G dans G, donc ça se replie sur lui-même en fait. C'est pour ça qu'un endomorphisme de G. Donc on l'a déjà le critère, il suffit juste en fait de montrer que c'est un morphisme de groupe. Ok. Je précise juste, j'ai rajouté une cinquième question ici parce que l'exo n'était pas assez difficile. Voilà, donc du coup, première question, on va démontrer que c'est un morphisme de G dans G. Je rappelle que c'est la loi G point, donc on va essayer. Et on va prendre tout simplement un soit. Donc disons qu'on va prendre un. Quel nom de variable on pourrait prendre? On va prendre alpha et bêta, tiens. Alpha et bêta dans G. Et donc on va calculer taux A de alpha.bêta. Ok, donc par définition, du coup, c'est A.bêta.A-1. Ok, mais du coup, là, on peut simplement introduire un A-1 au milieu en fait. A.alpha.A-1 point A. Et du coup, ça va faire en fait l'élément neutre, donc c'est comme si ça s'annule par définition. Point bêta point A-1. Ok, et du coup, là, en fait, on a taux de bêta et là, taux de alpha. Donc, on a bien ce qu'on voulait, taux de alpha point taux de bêta. Et donc, c'est bien un endomorphisme. Donc, c'est la loi point. Ça va de la loi point dans la loi point, du coup. Donc, en fait, elle se développe un peu. Elle se sépare un peu la loi point. Voilà. Ok. Passons à la 2. Montrons que faut vérifier donc que taux taux A rond taux B est égal à taux rond AB. Et donc pour ça, on va prendre un X dans G pour faire les applications, ça va être plus simple. Enfin, pour appliquer les applications, ça va être plus simple. Et donc on va pas reprendre les notations, mais on va directement noter. Donc taux A rond taux B de X, ok, c'est donc égal à AB. Oui, c'est ça. A parenthèse B.X.B-1.A-1. Ok. Donc, vu que la loi est associative car on est dans un groupe, on peut se permettre d'enlever les parenthèses. X point, point B-1, point A-1. Sauf que cette propriété là, enfin ce petit endroit, ça nous intéresserait d'inverser les deux, mais on peut le faire car on est dans un, enfin c'est une propriété des groupes de base, donc on peut le faire. Et en fait, ça fait le tout moins 1. Et donc c'est bien égal ça à taux AB de x. Voilà. Donc on a bien taux rond, enfin taux A rond taux B égale taux AB. Montrer que taux de A est bijective et déterminer son inverse. Ok. Alors pour montrer qu'elle est bijective, on va montrer qu'elle est injective puis surjective. Parce que là on ne peut pas appliquer les théorèmes classiques de la bijection, ce genre de théorème. Donc on va déjà commencer par montrer qu'elle est injective. Et on connaît une petite propriété sur les morphismes de groupe qui va nous intéresser vachement. Elle est injective si le noyau, donc ker de taux de A, est réduit à l'élément neutre. Donc l'élément neutre de G en l'occurrence, étant donné qu'on n'a qu'un seul groupe. Ok, je rappelle juste que ker de taux de A, par définition, en fait, c'est l'ensemble des x de G tel que f de x égale l'élément neutre de G. Voilà. Et donc si ker de taux de A est égal à l'élément neutre de G, alors f est injectif. C'est un si et seulement si en fait. Donc si on a ça, alors f est injective. Et donc on va le calculer, le noyau de taux de A. Pour ça, on va chercher donc, on cherche x dans G, donc x appartenant à G, tel que f de x égale EG. Ok, alors du coup c'est pas f, ça va être taux de A, excusez-moi. Et du coup c'est pareil ici, c'est taux de A. Voilà. Donc on va chercher ce petit x, ça veut dire qu'on aura A.x.A-1 qui va être égal à l'élément neutre de G.
Ok, donc là, vu que c'est un groupe, on va multiplier, disons, par A-1 ici. Donc on va avoir en fait A-1.A.x.A-1 qui va être égal à A-1.EG. Ce qui vaut par définition de l'élément neutre A-1. Sauf que celui-là, ça vaut l'élément neutre de G en fait. Donc ça, on peut l'enlever directement. Et en fait, ça fait du coup x.a-1. Et on va multiplier par A, mais à droite cette fois-ci. Et donc ça va nous faire x.a-1.a est égal, on prend celui-là ici, a-1, c'est a-1.a du coup. Donc celui-là, on prend celui-là et celui-là. Ce qui fait ici du coup l'élément neutre, a-1 fois a c'est l'élément neutre de G. Et sauf que ça c'est l'élément neutre. Donc en fait au final x égale l'élément neutre de G. Et donc on a bien le seul x possible tel que taux de a de x est égal à, enfin taux a de x est égal à EG, c'est EG. Donc taux de A est injective, car du coup le noyau est réduit à l'élément neutre. Voilà. Taux de A est injectif. Concernant la surjectivité, alors là on n'a pas de définition surjective. Surjective, point. Donc on n'a pas de définition concernant la surjectivité. C'est pour ça qu'on va utiliser en fait la def de base de la surjectivité qui est du coup pour tout y de g à connaître absolument. Il existe un x de g tel que f de x égale y. Donc ce qu'on va faire pour appliquer cette définition, on va faire soit y de g et on cherche un x. On cherche un x de g tel que f de x. Je mets f mais c'est taux de a à chaque fois vraiment. Taux de a de x égale y. Ok. On cherche ce x là et donc simplement on va piquer comme tout à l'heure du coup. Donc ça ferait a.x.a-1 égale y. Et donc là je vais pas redétailler mais en fait on va multiplier par a-1 ici, juste là et multiplier par a de ce côté et on va trouver au final que x est égal à a-1 de y point a. Enfin a-1 point y point a-1. Ok, donc étant donné que du coup on l'a trouvé ce x, alors il faudrait faire une analyse synthèse, hein, mais du coup on a trouvé un x qui fonctionne. Donc f est surjective, enfin donc taux A est surjective. Surjective. Et on a même trouvé la réciproque en fait qui est juste celle-là, parce qu'il demande de trouver la réciproque, mais du coup voilà c'est celle-là. Donc ça veut dire que taux A moins 1 de x est égal à A-1 x.a. En fait, ça ressemble vachement au truc de base, c'est juste que le A-1 passe devant et le A passe derrière. Voilà. Donc, ça ressemble fortement. En déduire que donc θ, l'ensemble des taux de A tels que A est dans G, muni de produits de composition est un groupe. Ça signifie, je vais réécrire l'ensemble, ça doit être la question du coup, la question 4. Je vais réécrire l'ensemble. Je vais l'appeler parce que Omega ça me plaît pas trop. Je suis quelqu'un de différent. Je vais l'appeler, disons, allez, phi. Voilà. Donc phi c'est l'ensemble des taux A de x tel que non pas du tout. Excusez-moi, c'est l'ensemble des applications donc taux A avec A dans G. C'est tout simplement ça. Donc avec A appartenant à G. Voilà. Ça doit être ça, on va vérifier quand même au cas où. Voilà, c'est ça. Muni du produit de composition, donc de la composition est un groupe. Donc on va dire qu'on va montrons que phi rond, donc la composition, est un groupe. Est un groupe. Point. Alors, on a 3 éléments à vérifier. Déjà, si la loi est interne. Alors, la loi est interne, on l'a déjà vérifié en fait à cette question. On a dit que taux de AB, premièrement, premier point, taux de A rond taux de B est égal à taux de AB. Et donc en fait, taux de AB, nécessairement, il appartient à phi. En fait, donc ça veut dire que pour tout élément, on va les appeler AB de phi, alors A rond B appartient à phi. Donc c'est bien une LCI. On a bien une LCI, donc une loi de composition interne, qui est donc de phi dans phi, enfin phi croix phi dans phi. Ok, deuxième point à vérifier, c'est si on a l'élément neutre. Alors pour ça, très simple,
quelle fonction donne l'élément neutre? L'élément neutre dans une composition, c'est la fonction identité. Et donc si on prend, disons A égale l'élément neutre de G, donc A égale EG. Ok, ça veut dire que taux de EG de X, je ne mets pas les variables, hein, et du coup c'est égal à l'élément neutre de G moins 1 point X point l'élément neutre de G, ce qui fait au final X. Donc en fait, taux de EG est la fonction identité. Identité dans G. Ok. Donc on a bien un élément neutre. On a bien un élément neutre. Un élément neutre. Oula, un élément neutre. Ok, dernier point, tous les éléments doivent être inversibles. Alors comment on peut vérifier que tous les éléments sont inversibles? On va réutiliser cette propriété. Parce que avec celle-là de propriété, on va pouvoir faire des choses pas mal. Je m'explique en quoi. Si on a A, enfin A.B qui fait l'élément neutre, ça veut dire que A.B serait enfin, ça veut dire qu'on aurait taux de EG, ce qui ferait l'identité de G. Donc en fait, ça veut dire que pour tout A de phi, ok, ça veut dire que A moins 1 en fait est égal à... Ouais, c'est mal écrit, je vais le réécrire plus correctement. Là, je ferai un cut. Ok. Ok. Donc ça veut dire que si on prend taux de A rond taux de A-1, ça va nous donner en fait, d'après la propriété du haut, A-1, ce qui fait en fait taux de EG, l'élément neutre de G, ce qui fait l'identité, avec juste ce qu'on vient de démontrer au-dessus. Donc au final, donc l'inverse de taux de A, c'est taux de A-1. Donc tous les éléments sont inversibles. Donc tous les éléments sont symétrisables. Tous les éléments sont symétrisables. Donc on a bien un groupe au final. Symétrisable. Et donc du coup, phi muni de la composition est bien un groupe. Parce qu'on a vérifié toutes les étapes de la définition. Voilà. On pourrait même préciser que c'est un sous-groupe de l'ensemble des bijections. Voilà, l'ensemble des bijections qui se note S de G étoile. Voilà. C'est un sous-groupe de ce groupe-là. Voilà, ça se démontre assez facilement. Ça c'est donc S de G, c'est l'ensemble des bijections de G dans G. Ok, donc la dernière question, il faut montrer que donc on a F une application de G dans phi, telle que à S on associe θ de S, enfin θS, est un morphisme et préciser son noyau. Ok, donc c'est parti, on va s'y attaquer à cette dernière petite question, qui est celle que j'ai ajoutée parce que voilà, c'était un peu facile. Donc je note notre morphisme, enfin notre prétendu morphisme, qu'on va démontrer que c'en est un. Donc de S, on prend tau S. Ok, alors on voit déjà bien qu'on a une compatibilité parce que phi, enfin un θ de S sera bien compris, enfin taux de S sera bien dans l'ensemble phi qu'on a décrit juste au-dessus. Voilà celui-là, donc c'est bien compatible. Donc il faut trouver que c'est un morphisme, donc c'est très simple, à chaque fois c'est la même méthode. On va prendre deux éléments AB, donc AB de G du coup, de G, et on va faire du coup F de A point B, et on va vérifier que ça fait bien la composition. Et donc F de A point F de B, ça signifie en fait que ça fait taux de AB, ce qui est égal avec ce qu'on avait mis en haut, ça fait taux de A rond taux de B, ce qui est égal en fait à F de A rond F de B. Donc on a bien un morphisme. C'est bien un morphisme. Donc F est bien un morphisme. Et bien un morphisme. Très intéressant. Ok. Dernier point, il faut trouver son noyau. Donc le noyau, je rappelle la définition. Ça fait donc quart de F est égal à... Alors c'est du coup F-1 de l'élément neutre. Donc là, F-1 de la fonction identité, étant donné que c'est l'élément neutre. Identité de G. Voilà. Donc en fait, c'est l'ensemble. Je réécris encore une dernière fois pour bien comprendre. Les A dans G tels que F de A est égal à la fonction identité. ID de G. Et donc on va chercher tous ces ensembles-là. Donc pour quel A on va avoir la fonction identité? Donc on cherche un A dans G. Donc A dans G tel que
f de a est égal à la fonction identité. Alors la fonction identité, du coup, f de a, en fait, c'est taux a. Donc en fait, on cherche les taux a qui sont égales à la fonction identité. Et donc, on va maintenant mettre les quantificateurs. Ça nous ferait donc a.x, point a-1 doit être égal à x. Ok. On va multiplier, disons, par a de ce côté ici, là. On va multiplier par a.a. Et du coup, ça va faire 1.x égale x.a. Et donc en fait de ça on peut pas trop en conclure quelque chose, mais enfin on peut pas trouver un A précis, mais on peut trouver un truc sur le A. Le A doit commuter. Et ça c'est assez important. Donc en fait on le voit bien là, il est commuté par rapport à l'autre. Donc en fait le noyau de f, car de f, en fait ça va être l'ensemble des éléments de A dans G, tels que pour tout x de G, pour tout x appartenant à G, virgule, a.x égale x.a. Ok, très intéressant ce petit noyau, il change un petit peu de ceux d'habitude, mais voilà, donc le noyau de f c'est tous les éléments de A en fait qui vont commuter avec, enfin c'est tous les éléments de G qui commutent entre eux en fait, et voilà, c'est très intéressant. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à nous dire tout ça en commentaire et bonne soirée.